Silence, s'il vous plaît. Moteur demandé. Ça tourne. Ça tourne au son. Séquence 1, premier plan, première. Cadré. Action. Avez-vous remarqué la liste impressionnante de personnes nécessaires à la fabrication d'un film ? Chaque poste est vital. Nous avons interviewé 5 techniciens rompus au métier du cinéma afin de vous familiariser avec le 7e art. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire des scénarios ? J'ai toujours aimé écrire déjà, donc j'ai une formation littéraire langue et je voulais depuis longtemps écrire des scénarios, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait, surtout qu'à l'époque le métier de scénariste n'était absolument pas valorisé. Et après j'ai eu l'occasion de travailler dans le cinéma en tant que chargée de production, développement des projets scénaristiques, donc j'ai appris grâce à un réalisateur et à force de recevoir des scripts, comment s'écrivait un scénario. J'ai fait des études d'architecture aux Beaux-Arts de Paris. J'ai travaillé en agence très très tôt et arrivé en 4e année, j'avais quasiment compris que je ne ferais plus d'architecture. Et je suis rentré en cursus de scénographie sur les 2 dernières années avec des professeurs qui s'appelaient Fabre et Perrotet, qui étaient des architectes qui étaient spécialisés dans la construction de théâtre. Ils m'ont engagé dans leur agence, j'ai pu participer au Théâtre de la Colline, au chantier du Théâtre de la Colline. Et là, j'ai compris que c'était pas construire des théâtres ou des bâtiments, mais être sur scène, faire des scénographies. Et puis, au bout de 4 ans de théâtre, j'ai basculé dans le cinéma. Moi, j'ai commencé quand même il y a très longtemps. Donc, on commençait dans ce métier plutôt en faisant des stages. J'étais assistante monteuse, ensuite à l'image, parce qu'il n'y avait pas de monteur son sur tous les films. C'était quand même il y a beaucoup de films où le monteur image assurait tout, l'image et le son. Donc l'assistant, on faisait tout aussi. Et petit à petit, j'étais assistante monteuse et ensuite je montais les sons. Tout ça, c'était une période où on travaillait en pellicule. Mon travail au son a sans doute été un petit peu apprécié et petit à petit, on m'a demandé de faire que du montage son. Tout d'abord, une notion fondamentale, c'est que nous sommes profondément rétiniens, c'est-à-dire que nous ne faisons que regarder le monde et tout un chacun s'accorde à regarder le monde et à penser que le monde se regarde, ce qui est parfaitement incomplet. C'est-à-dire qu'il faut se dire aujourd'hui que pour bien voir le monde, il faut l'écouter. Et donc cette notion d'écoute me paraissait essentielle. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé, il y a 14 ans déjà de cela, cette semaine du son. Et dans le cadre précisément d'un certain regard, et dans le cadre du Festival de Cannes, ça me paraissait intéressant quand même, enfin, de pouvoir parler du son et de récompenser tout de même la bande son, autrement dit la création sonore. Et je parlais bien, en fait, nous avons bien signifié création sonore parce qu'il y a bien dans le sonore, en fait, un effet de création qui permet justement de magnifier l'image. Très classique. Après avoir fait l'IDEC, j'ai rencontré
assez vite William Lubchansky. Je suis rentrée dans son équipe. J'ai été 1 an ou 2, ou assez peu de temps, deuxième assistante. Puis j'ai été première assistante de Lubchansky pendant 8 ans. J'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Luc Godard qui m'a demandé de rejoindre sa petite société Périphéria et de travailler à l'image. Et je faisais tout. Je m'occupais du matériel. Sur les tournages, je m'occupais évidemment de la lumière et de la caméra avec lui, du cadre avec lui. Ça a duré 2 ans, un peu plus. C'est vrai qu'à l'époque où vous avez démarré, c'était vraiment un monde où il y avait plus d'hommes, quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est paradoxal parce qu'en même temps, c'est des hommes qui m'ont donné ma chance. D'abord, il fallait être parfaite. C'est-à-dire que l'erreur technique chez une femme n'a pas du tout la même valeur que chez un homme. Chez un homme, ça peut être un petit oubli. Chez une femme, ça prend tout de suite des proportions. Ça nous demandait, à nous les femmes qui avons commencé, énormément d'exigences et de concentration. Diriger des équipes, et surtout des équipes qui étaient globalement masculines, ça demandait une sorte d'autorité qui n'était pas toujours bien vécu. On n'avait pas forcément le temps du charme, le temps de l'accompagnement. Donc oui, ça a été difficile. Ça serait mentir que de dire que ça ne l'était pas. Beaucoup de femmes sont apparues, beaucoup de femmes sont devenues assistantes. Ce que je trouve maintenant, c'est qu'il y a comme quelque chose de stationnaire, quoi. C'est-à-dire qu'on parle toujours de ça, du plafond de verre, il existe. C'est-à-dire que les très gros films, les films de studio, les très gros salaires, les très grosses équipes, c'est plutôt des hommes, pas des femmes. Quelle est la différence justement lorsqu'on écrit un livre et lorsqu'on écrit un scénario ? Alors le livre, on peut mettre tout ce qu'on veut, dans les moindres détails. On peut décrire des paysages sur 10 pages si on veut. Le scénario, c'est la caméra qui prime. Il faut vraiment aller à l'essentiel, ce que le spectateur va voir. C'est le visuel, donc ça, il va falloir zapper plein de pages d'un livre, par exemple, si on veut adapter une histoire d'un livre, pour aller à l'essentiel. Il faut toujours voir ce que le spectateur va voir et comprendre. Il faut que ça soit vraiment clair et percutant. Mais le travail du chef décorateur, c'est de concevoir la structure esthétique du film. Donc, sa première démarche, c'est de lire un script et de discuter avec un réalisateur. Et en fonction de l'interprétation du réalisateur par rapport au script, de sortir une ligne directrice, une ligne artistique. Ça intervient sur l'architecture, ça intervient sur l'espace intérieur, ça intervient sur les entrées de lumière, ça intervient sur la colorimétrie du film, donc sur les costumes, ça intervient sur tous les départements. Oui, ça fait vraiment partie intégrante du film. Oui, c'est pas... Le travail du chef décorateur, c'est pas d'aller choisir la couleur du rideau ou le style du canapé. Ça, c'est le travail de l'ensemblier. En fait, un bon décor, c'est un décor qui se voit pas. Première personne qu'on trompe, c'est les techniciens du film, puisqu'ils accèdent pas à la préparation qu'on fait. Et quand ils arrivent sur le décor, parfois, et certains peuvent nous dire « Oh, bah, ça va, la déco, vous n'êtes pas foulés sur ce coup-là, c'était tranquille pour vous. » Et ils réalisent absolument pas... qu'on a déjà tout démeublé, tout repeint, qu'on a transformé 4 murs, qu'on a fait 2 percements, mais ils ne le voient pas. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir chef opératrice, c'est-à-dire à mélanger justement ce travail de cadre avec la lumière ? Alors, vous avez raison de dire que le chef opérateur fait les deux. C'est historique, ça. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de la nouvelle vague, quand les metteurs en scène ont souhaité resserrer les équipes, travailler avec moins d'argent, moins de temps et surtout moins de techniciens. Cet être hybride qui s'est mis à faire le cadre et la lumière, c'est le chef opérateur. Moi, je préfère le mot de directeur de la photographie parce qu'il y a photographie dans le mot et puis parce que je pense qu'il impose un petit peu plus ce que doit être le travail de direction du regard du spectateur. Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Quand on revient sur sa vie et sur ses influences, j'ai eu un père architecte. La pensée de l'espace était quelque chose qui l'habitait très tôt, dont j'ai eu conscience. Ce que je fais est une sorte d'architecture. Il faisait des plans, je fais des plans qui architecturent un film. Ce qu'on appelle la pulsion scopique, c'est-à-dire regarder, c'est quelque chose qui m'a attirée plutôt qu'autre chose. À ce moment-là, c'était aussi historiquement une époque où les femmes étaient éloignées des outils.
Il y avait très peu de femmes qui faisaient ce métier, il n'y en avait quasiment pas d'assistantes, nous étions 2 ou 3. Et voilà, je pense que c'est aussi, ça fait partie de l'aventure d'une époque, de se dire, voilà, je vais me diriger quelque part où les femmes, jusqu'à présent, n'ont pas exercé. Et puis, une autre expérience aussi qui m'a lancé aussi sur cette aventure du sonore, c'est celle que j'avais quand j'étais à l'IRCAM, où je faisais des expériences avec des gens qui voulaient bien s'y prêter. Je leur proposais 2 films avec la même image. Et sur l'un des 2 films, je dégradais volontairement le son. Et je demandais aux gens ce qu'ils pensaient globalement du film qu'ils avaient regardé. Et là où le son était dégradé, eh bien les gens me disaient que l'image était moins belle. C'est intéressant de dire. Mais ils ne me disaient pas que le son était moins bon, ils me disaient que l'image était moins belle. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, mais bien sûr que oui, évidemment, le sonore est un véhicule de l'image en permanence. Et on devrait en être parfaitement convaincu. Les réalisateurs entretiennent aussi, ils ont tendance aussi à vouloir remplir les bandes-son des films aujourd'hui. On n'aime pas le silence. Plus vous rentrez du son dans un film, moins vous amenez la personne en fait à réfléchir. Généralement, quand même, quand je commence un film, je vois le premier montage de l'image avec le réalisateur et le monteur son et le monteur image. Il me dit quelles sont les intentions qu'il a envie de faire sortir de son film. Et là, j'essaie de retraduire, moi, en fonction de ça. C'est-à-dire que je m'occupe de tout le son du film, c'est-à-dire que ça peut être la parole du film, mais également les effets sonores qu'on rajoute, les ambiances sonores. J'essaie de gérer un petit peu tout ça et de faire des propositions aussi. Merci. Il y a la musique aussi ou ça c'est plus... Alors la musique, ça dépend des fois. Souvent le monteur qui monte l'image s'en occupe parce que c'est une partie quand même qui donne beaucoup le rythme du film aussi. Et généralement, il y a un premier travail qui est vraiment fait avec le réalisateur et le monteur image. Ça dépend des films. Il y a des films sur lesquels j'ai eu à m'en occuper, mais généralement, c'est fait en amont avec le montage image. Ou alors, des fois, il y a des films, sur un film de Polanski, il y a une monteuse musique. Ça n'empêche pas de faire aussi un petit travail en même temps, nous aussi, mais c'est elle qui fait le travail final, quoi, le plus précis.
D'accord, donc vous écrivez comment? Par décor, par situation, comment s'écrit un scénario? Ma méthode, c'est de coucher sur le papier les principales idées, de faire un pitch, un synopsis, donc le résumé de l'histoire sur une page et demie. Et ce qui peut être très utile, c'est ce qu'on appelle un séquencier. Vous essayez d'écrire scène par scène, donc une phrase par scène. Et après, quand vous êtes content de toute l'histoire, que ça tient bien, que vous trouvez que les scènes elles sont bien en place, au bon endroit, vous pouvez développer chaque scène. Donc on commence scène 1, intérieur, décor, jour, nuit, etc. On décrit brièvement où ça se passe. Mais il ne faut pas de blablabla inutile, même dans les dialogues. Souvent, il ne faut pas être trop bavard. Dans le scénario, puisque justement vous nous expliquiez, donc, vous parliez donc par scène, intérieur, jour, nuit, etc. Est-ce que vous mettez les déplacements de caméra ou la position? Non, ça c'est le boulot du réalisateur. Le scénariste n'a absolument pas à écrire ça. Alors donc exemple concret, Lucas pense toute la journée, il est pensif, il pense à Sylvia. Donc ça ne va pas dans un scénario parce qu'on peut dire il est pensif. Ça c'est le comédien qui jouera. Mais pourquoi il pense à Sylvia? Comment vous montrez qu'il pense à Sylvia? Donc il y a des petites techniques caractéristiques du scénariste pour montrer qu'il pense à une personne, vous voyez? Ou comment vous dites Joseph est sadique? Ça c'est bien dans un livre, mais il faut le montrer. Par exemple, il y a un film célèbre de Louis Buñuel où on voit un personnage, justement je crois qu'il s'appelle Joseph, qui est en train de tuer une oie. Et la façon dont il la tue, il l'égorge, on voit qu'il y prend un malin plaisir. Donc il n'y a même pas besoin de dire il est sadique, même dans un dialogue, c'est qu'on le voit et on comprend. Pas présenter les personnages aussi d'un seul coup. Il faut qu'on sache qui est Lucas, qui est Jean-Pierre, il faut qu'on les montre avant. On ne va pas en parler comme ça de but en blanc, où il se défendit avec une épée. D'accord, mais où elle était l'épée? Il faut l'avoir montrée dans une scène précédente. Elle ne peut pas sortir de nulle part, cette épée. J'essaye de coucher sur papier à la fois un synopsis et aussi plein de petites phrases, de mots qui me viennent à l'esprit. Et après, je peux piocher dans ces phrases pour voir où je peux les mettre. Effectivement, je vais essayer de délimiter quels sont les personnages principaux, leur psychologie, leur background, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant, pourquoi ils se comportent comme ça. Parce que les personnages, il faut dire, en France, ont tendance à être très édulcorés. Et donc, on a des ateliers personnages dans l'école où j'enseigne. Et c'est vraiment pour montrer que les personnages doivent être extrêmement fouillés dans les moindres détails. Quels sont les points principaux ou les étapes à respecter lorsqu'on prépare la décoration d'un film? Je dirais que maintenant, il y a quasiment 4 étapes. Il y a une période qu'on appelle de pré-développement, où on intervient aux côtés d'un assistant réalisateur, d'un réalisateur bien évidemment, d'un producteur et d'un directeur de production. Donc c'est un petit groupe. On n'a pas de financement bouclé, on a un pré-casting. L'idée du décorateur à ce moment-là, dans cette période de temps, c'est un petit peu de voir avec la production et la réalisation comment on peut architecturer ce film, qu'est-ce qu'on décide d'extérioriser en décor naturel, qu'est-ce qu'on décide de construire. On rentre dans une période de production. Donc dans la période de production, il y a 3 grandes étapes. La préparation, proprement dite, du film. Donc ça veut dire qu'on engage des gens et qu'on commence à dessiner, qu'on commence à produire des décors. On prépare le film. Ensuite, il y a le tournage. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les finitions. Je pense que pour moi, tout est artistique au premier chef, c'est la volonté du réalisateur quand même. Bon, sauf si des fois il y en a un qui n'en a pas, mais généralement quand même ils ont une envie. Donc dans un plan, s'ils ont envie de privilégier la parole, mais qu'il y ait un événement important pour la mise en scène qu'on doit entendre, donc on va choisir à un moment d'entendre la parole, d'entendre un petit bruit d'un chien qui passe, qui aboie à côté. On va mettre le son du chien, mais on ne va pas le mettre s'il n'y en a pas besoin. Quand on voit une scène, on se dit, là, c'est la parole, si c'est le jeu des acteurs qui est important, moi je montrais quand même des sons, des ambiances, et le réalisateur me dit mais non, il n'y en a pas besoin à ce moment-là, on écoute la parole, on ne va pas avoir besoin d'un oiseau à côté ou de ça. Donc moi je fais des propositions et eux ils vont choisir. Lorsque vous lisez le scénario, vous élaborez déjà ce genre un petit peu tous ces points-là? Ça dépend, il y a aussi des scénarios dans lesquels il y a des intentions sonores qui sont notées.
moi je peux avoir, s'il n'y a pas d'intention, moi je peux avoir mes idées, pas forcément au scénario, c'est plutôt en voyant moi je pense que c'est plutôt en voyant le montage que vraiment les impressions fortes viennent vraiment. Donc c'est plutôt à ce moment-là, au niveau du scénario, je peux noter, et à ce moment-là justement j'en parle avec l'ingénieur du son qui fait le son direct, en lui disant je pense qu'il y aurait besoin de tel et tel son, si pendant le tournage tu arrives à faire ces sons-là, essaie de les faire parce que ça sera mieux si c'est les vrais sons qui ont été faits sur le moment, quoi, si c'est... Alors ça va être un 1000 sur 1 première, ambiance parc animé avec des enfants, des passages. Ou sauf si c'est des choses précises du style, il y a une course de voiture. Bon, là, il faut vraiment anticiper, il va falloir vraiment faire ces sons-là. Donc ça, on y pense avant. C'est pour ça que c'est important de faire des réunions préparatoires et de parler avec tout le monde en disant quels sont les sons dont on aura vraiment besoin pour le film. Je suis censée à peu près gérer à peu près le son du film, même s'il y a après le bruiteur sait très bien faire son travail, mais où on voit le film ensemble de la même façon. Puis je lui dis voilà, à tel endroit faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Après il y a aussi ce qu'il apporte lui, mais nous on donne aussi les besoins qu'on a. Et quand il a fini son bruitage, c'est pareil, nous on le réintègre avec nos autres sons et il y en a certains qui sont, on sait qu'ils vont être très très importants pour le film. Ils assurent aussi tous les bruitages du film pour faire la version internationale du film, c'est-à-dire que cette version qu'on donne aux pays étrangers pour qu'ils puissent doubler le film, mais qu'ils aient toute la bande son sans parole. À disposition. Donc ça, les bruiteurs, ils font ça aussi, ils font un travail d'essayer de retrouver le même son que le son direct pour faire les pas, les bruits, tous les petits chocs. Donc il y a tout ce travail qui est quand même très très important en dehors des éléments particuliers qui vont servir au montage son version française. Enfin, on gère tout parce que finalement c'est un tout, c'est pas, il n'y a pas le bruitage d'un côté, même la musique de l'autre, les éléments de l'autre, la parole d'un côté, forcément, c'est quand même un tout. Le producteur français fournit une bande-son complète qui s'appelle Version internationale, VI, dans laquelle il y a tous les éléments sonores sauf la parole. Donc ça, c'est nous qui le faisons. Quand on fait notre montage sonore, s'il y a des éléments dans le son direct qui sont très importants, qu'on veut conserver, donc on s'occupe de les sortir sur des bandes à part pour reconstituer, on essaie de reconstituer tout le plan, même dans un plan séquence, on reconstitue tout le plan sans la parole. Les Français ont fait ça bien, je trouve. Ah, c'est superbe. C'est très amusant à faire. Oui, je pense que c'est un vrai exercice et c'est très très amusant. Surtout si par exemple l'acteur fait un son avec sa bouche, tout ça. On essaie de récupérer ça en amont. Ouais. Les respirations, c'est un petit peu délicat parce que ça se reconnaît une respiration d'une personne. Donc il y en a qui peuvent être utilisables, ou alors si c'est tout un plan entier où il y a quelqu'un qui ronfle ou qui respire, on peut peut-être le garder. S'il y en a une respiration de temps en temps, ça va être très difficile pour le comédien qui va rejouer la scène de raccorder ces mêmes respirations. Donc ça, c'est très rare. Les respirations, non. Et puis en même temps, dans les graves, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler en fait la maturité. La maturité, c'est celle d'une personne qui grandit, qui vieillit aussi d'ailleurs, et qui va gagner en basse fréquence simplement parce que ses cordes vocales vont s'épaissir. Et puis les aigus, eh bien, ce sont des toutes petites fréquences, très petites, qui font quelques centimètres, dimension de la main, pas plus. On peut les arrêter facilement. Si je mets cette main entre moi et le micro, je vais couper en fait les fréquences aiguës, simplement parce que précisément ma main est suffisamment grande pour les couper. Mais dans les graves, rien ne se passe. D'un côté, on va parler des niveaux sonores et d'autre côté, on va parler effectivement des fréquences. Pour ce qui est des niveaux sonores, le cinéma est un lieu tout à fait exceptionnel, jusqu'à des niveaux qui se trouvent autour de 30 décibels, qui sont vraiment des niveaux faibles. Alors pour vous dire ce que c'est qu'un niveau, ce serait intéressant de vous dire que tout simplement 40 décibels, c'est une voix chuchotée. Elle chuchote à 40 décibels, 10 décibels de plus, c'est 2 fois plus fort.
Donc 50 décibels, c'est une voix à peine timbrée. 60 décibels, c'est 2 fois plus fort encore, 10 décibels de plus. Et là, on se retrouve sur une voix, on va dire amoureuse, une voix où effectivement on peut se dire des choses assez agréables sans monter le ton, si je puis dire. 70, c'est une voix un peu plus chargée. C'est-à-dire mon timbre de voix change également en même temps. Donc 70, ça veut dire que j'ai des choses un peu à dire. Je vais peut-être insister sur certains mots. Je vais essayer. Bon, 70 décibels, 2 fois plus fort. On parle généralement 65-70 décibels. 80 décibels, on est effectivement. Alors après, il faut que ça puisse suivre effectivement sur le plan d'enregistrement. Mais 80 décibels, j'avais un professeur qui avait des problèmes d'audition et il parlait 80 décibels comme ça tout le temps. Et c'est vrai que c'était un petit peu pénible, quoi. Je veux dire, bon. Après, vous avez 90, je ne vais pas le faire ici, et 100 dB. Et on a en fait, comme ça, une palette de niveaux sonores qui va de 40 à 100 décibels. C'est notre vie de tous les jours. On vit entre 40 et 100 décibels. Et bien, dans une salle de cinéma, on a encore une fois donc 30 décibels, ce qui peut nous permettre de démarrer. Quand je dis 30 décibels, c'est le bruit de fond, vous voyez, qui nous vient de la climatisation. La partie fréquentielle, donc, d'ailleurs on parlait des graves et des aigus, donc il y a cette capacité que nous avons dans une salle de cinéma de s'offrir cette palette sonore qui va des graves et des infragraves même d'ailleurs, parce que quand on entend effectivement des bruits qui nous viennent du sol, tremblement de terre, on est dans des infragraves, c'est des fréquences extrêmement graves qui sont en dessous de ce que l'on perçoit même d'ailleurs, et puis on peut aller jusqu'à des sons très très aigus. Alors justement, Caroline, à l'instant, vous nous expliquiez par rapport à la position de la caméra. Est-ce que vous pouvez un peu nous en reparler et nous expliquer ce que vous venez de dire concernant justement le regard, la position de la caméra? Oui, mais celle-là, c'était très précis. C'était pour que nous arrivions à nous regarder et que la caméra voit mon regard. Effectivement, c'est extrêmement important quand on filme un acteur de savoir filmer son regard. Donc de placer dans les champs contre champs les autres acteurs, mais de placer une caméra de sorte à ce que le regard des acteurs, qui peut être circulaire dans une scène, il y a des mises en scène, il y a des grandes mises en scène qui ne sont faites que de regards qui rebondissent d'un acteur à un autre. C'est quand même l'endroit par lequel l'âme parle, le regard. Dès la lecture du scénario, est-ce que vous imaginez l'ambiance, les lumières, les cadres? Tant que je n'ai pas les décors, je ne peux pas penser à une lumière précise. Mais par contre, je vois des choses, bien sûr. Je vois des ambiances, je vois des liens entre des personnages, j'imagine. Je dirais j'en ai besoin du cadre, c'est un type de concentration que j'aime énormément. C'est aussi laisser la place aux acteurs. C'est-à-dire tout d'un coup rentrer dans quelque chose où on n'est plus... le geste n'est plus le vôtre. D'une certaine manière, on est, bien qu'on exerce quelque chose en faisant le cadre, mais on est vraiment à l'écoute des acteurs et du mouvement du film. Alors, le découpage, c'est dans une scène, dans une séquence, c'est le nombre de plans qui vont faire la séquence et leur valeur. Leur valeur, c'est-à-dire large, plus serré, très gros plan. Généralement, une séquence peut faire entre, je dirais, 3 et 10 plans. Effectivement, de décider les angles qui sont ceux de la caméra, ça préserve énormément de temps pour les acteurs. Donc c'est un travail qu'on fait en amont, avant que les acteurs s'emparent de la scène. On peut le faire avec eux d'ailleurs, mais la plupart du temps, c'est un travail qu'on fait en amont. Et ça peut se faire quelques semaines avant le tournage, pas beaucoup, ça peut être 2-3 semaines avant le tournage, évidemment sur les lieux, parce que ça ne veut pas dire grand-chose de découper hors des lieux. Ou alors ça peut se faire le matin même, ou la veille, ou le week-end, ça dépend comment on organise son travail avec un metteur en scène. Quelle est la part du pourcentage alloué à la décoration lorsqu'on fait le budget d'un film? On va dire que sur un film classique en France, tourné en France, ça tourne autour de 10%. 7% on est mal loti, 12% c'est plutôt gras. Mais ce 10%, encore une fois, il est très théorique parce que si on parle d'un film d'action avec beaucoup de cascades, ça va être difficile de le sortir pour ce pourcentage-là. Quand on lit un script, au bout d'un certain moment, on sait qu'il y a des choses qui sont immuables. Une séquence dans un toilette, par exemple, c'est trop petit pour mettre une équipe technique, une caméra, de la lumière.
lumière et un acteur, ça marche pas. Donc c'est forcément construit. Si vous avez 4 semaines de tournage dans un décor, en France, à partir de 4 semaines et demie, se pose réellement la question de faire le décor en studio. C'est économiquement intéressant de le mesurer. Parce que quand vous allez en studio, certes, la décoration va vous coûter plus cher, la lumière va vous coûter plus cher, puisqu'il faut la fabriquer aussi, la lumière, il n'y a pas que le décor. Mais en contrepartie, vous n'avez pas de carloge, vous n'avez pas de groupe électrogène, parce que c'est des prises. Vous avez une logistique, donc en termes de régie, qui est beaucoup plus simple. Les gens sont moins fatigués. Vous évitez de travailler la nuit. Si vous avez besoin de tourner une séquence de nuit, vous la faites pendant la journée. De toute façon, vous faites ce que vous voulez dans un studio. Donc vous ne payez pas les gens en heure de nuit, vous n'avez pas de récupération à faire. C'est une espèce d'alchimie. Il y a la base budgétaire et puis après, il y a la réalité du film. Quand on a le coût du travail qu'on connaît en France, on pense très très vite à une solution économique qui est d'extérioriser le travail et donc d'aller fabriquer à l'étranger. Parce que sinon le film ne se fait pas. C'est-à-dire que, ou il ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on va demander au réalisateur de réécrire, etc. Donc c'est très délicat. C'est une démarche... Le décorateur, il n'est pas là pour dire à son réalisateur, ben non, je ne peux pas te le faire réécrit. Il est là pour lui dire, tu veux ça, je fais ça. Il le budgète, il se tourne vers la production, il lui dit, ben voilà, ce que le réalisateur veut, ça coûte ça. Il m'arrive effectivement régulièrement d'aller fabriquer à l'étranger. Moins maintenant, je dirais que depuis 2 ans, grâce au crédit d'impôt d'État, vraiment constaté qu'il y a beaucoup de films qui sont revenus en France depuis ce temps-là. C'est incroyable parce que c'est une bataille législative récurrente, c'est-à-dire que à chaque vote du budget, on a quand même une bande de députés qui vient taper sur la table en disant que ces crédits d'impôt, c'est scandaleux, c'est un avantage fiscal fait aux producteurs, que c'est pas normal, etc. Ils n'ont pas encore compris que l'industrie de la culture, c'était la deuxième industrie française. J'aimerais qu'ils se penchent un peu là-dessus. Un film, ça génère énormément de richesses, là où ça passe. Que ce soit en province, encore plus en province, avec les transports, les hôtels, les restaurants, etc. Ça fabrique de la richesse, purement et simplement. Donc le crédit d'impôt, c'est juste, pour 1 euro, je crois, d'investi, rapporte 7 euros à la région ou au territoire. On peut se dire, voilà, l'acteur va faire tout le jeu. Quelle est l'importance de la lumière ? La lumière, ça vient pas seul. La lumière, c'est d'abord les lieux où on tourne. Un film, c'est beaucoup d'étapes. Hein. C'est l'étape du scénario. Quand on écrit un scénario, on rêve encore le film. Mais plus on s'approche du moment du tournage, plus on s'approche du réel. La première chose réelle, avec le casting, avec la distribution, c'est-à-dire les corps, c'est les décors. Et c'est les lieux où on va tourner, qui est l'espace. Et à partir de l'espace, la question de la lumière se pose. Mais elle ne se pose pas dans le vide. Elle se pose par rapport à des lieux et puis par rapport à ce que dans un scénario, on peut appeler l'ambiance de la scène, qui peut être jour, plein jour, nuit, obscurité. Là, la lumière est à faire. Quel travail faites-vous en fait en amont avec le réalisateur ? Les essais caméra, c'est un assistant. La définition du matériel, oui, c'est-à-dire avec quel type de caméra, quel type de format, quelles optiques. Forcément quelque chose que je négocie avec un metteur en scène. Je lui propose des choses. Tourner en scope, pas en scope, en anamorphique, pas en anamorphique. C'est en fait une longue discussion qui peut durer des mois. Lentement, on définit les paramètres qui seront ceux de l'image. La meilleure façon reste d'avoir des influences, des exemples, la plupart du temps visuels évidemment, qui peuvent passer de la peinture à la photographie, à d'autres films. Je regarde beaucoup de films avec des metteurs en scène comme Anne Fontaine, Léos Carax. Avec Xavier Beauvois, c'est autre chose. Ça serait plus de la peinture. Le dernier film, là, Les Gardiennes, il m'a parlé du jeune Van Gogh. Et c'est vrai que je ne connaissais pas Van Gogh jeune. J'étais assez impressionnée. Avec Xavier, ça va très vite. J'ai trouvé quelques toiles. Donc, toute l'ambiance visuelle du film en découle.
Et dans le domaine du cinéma, on sait bien à quel point le sonore et le son d'une voix, par exemple, le timbre d'une voix, et c'est une discussion qu'on avait avec Costa Gavras, un personnage, il est choisi, enfin lui en tout cas, il choisit tous ses personnages par le sonore. Autrement dit, il n'y a pas un seul personnage qui n'est pas entendu d'abord. Je suis là pour un colloque sur le gaz de schiste. Moi aussi. Et je rentre avant la fin de la semaine, normalement jeudi. Je rentre chez moi, à DC. Washington, DC. Finalement, t'as réalisé ton rêve. De manière à ce que précisément le son de sa voix soit en harmonie avec les autres sons de voix. Alors justement, votre relation avec les réalisateurs, est-ce que vous la faites le travail, est-ce que vous faites déjà le travail en amont? Vous attendez que le film soit, enfin, que tout soit quasiment terminé? Ça dépend des réalisateurs. Il y en a que je rencontre avant. Je lis le scénario avant le tournage. Il y a une rencontre avant le tournage où je vois le réalisateur, l'ingénieur du son, la production. Je pense qu'on se met d'accord aussi sur le travail qu'il y a à faire en amont. Oui, je l'ai reçue. Non, je ne l'ai pas ouverte. Pour les sons enregistrés, la façon de le faire. Donc ça, je trouve ça très très agréable. Mais il y a aussi des réalisateurs qui aimeraient même qu'on ne connaisse pas du tout le scénario et qu'on découvre le film et qu'on pour avoir un vrai regard d'un seul coup. Donc les deux se font. Moi, j'aime mieux le travail en amont quand même. Je trouve que c'est quand même plus confortable. C'est quand même plus facile. Voilà. Quand j'arrive ou qu'il y a un premier travail de montage image qui a déjà été fait, on regarde le film ensemble et là le réalisateur et le monteur image aussi me donnent les directions dont ils ont envie que je prenne. Généralement quand même des fois avec certains réalisateurs et monteurs, il y a déjà un premier travail qui a été fait dans la copie travail avec des intentions de sons qui sont donnés. C'est peut-être pas le vrai son définitif, mais il y a des... Ne serait-ce que pour donner le rythme du montage. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites et après, moi, c'est à moi de peaufiner. Oui, voilà, donc justement, d'un point de vue d'organigramme, en fait, si on fait un organigramme, la partie son, ou monteur ou monteuse son, vous allez chapeauter, vous allez un petit peu... Voilà, normalement, disons qu'on est l'interlocuteur du réalisateur, le principal interlocuteur du réalisateur par rapport à ses demandes. Donc après, ça n'empêche pas certains réalisateurs d'aller au bruitage, d'aller voir chacun pour voir si le travail correspond à ce dont il a envie ou voir les propositions qui ont été faites. Mais enfin, normalement, le chef monteur est celui qui est comme le chef monteur image, quoi, et qui a aussi des tas de personnes... qui travaille avec lui, mais c'est quand même lui le responsable, c'est le responsable et l'interlocuteur principal. Puis c'est intéressant aussi de voir ce qu'ont fait les autres et d'en parler, de dire ça j'aimerais bien ça, ou la proposition que font les autres aussi en disant tiens on a pensé à tel son, ça s'intègre dans ce qu'on a pensé. Voilà. Est-ce que vous travaillez de concert avec les chefs opérateurs, les ingénieurs du son, les costumières? Oui. C'est indispensable, c'est pas possible autrement, particulièrement avec le chef opérateur, bien évidemment. C'est lui qui fabrique l'image. Moi, si j'ai des décors à concevoir, je peux pas les aboutir, je peux pas les mettre en forme tant que j'ai pas le format du film. Par exemple, sur un film sur lequel vous avez pu travailler, qui puisse donner un peu un exemple? Beurre sur la ville, Dante 01, tous ces films-là, c'est des films qui sont quasiment entièrement en studio. Pour Beurre sur la ville, il y avait évidemment des séquences extérieures dans les rues, mais tous les intérieurs, le commissariat, c'est un film... construit en studio. Le choix du format s'est très très vite posé, parce que si vous êtes en 1,85 ou en 2,35, c'est pas du tout la même donne. Les décors vont pas être de la même hauteur, vont pas avoir les mêmes proportions. Ce que le spectateur va voir au cinéma, c'est pas ce que nous on voit sur le plateau, c'est ce que la caméra voit du décor. Donc c'est un choix de point de vue. C'est le grand rôle du réalisateur, c'est quel est le point de vue. Le point de vue, c'est le socle. Le script, c'est la base et le point de vue, c'est le socle. Ça, c'est un exemple typique de l'interaction et du besoin qu'on a
se tourner vers le chef opérateur. Après, bien évidemment, c'est les entrées de lumière, les colorimétries, les textures, parce que tout va être impactant pour son travail. Je sais que devant, il y a un travelling à faire et que je lui mets un papier peint tout petit avec plein de petits motifs, ça va fliquer, ça va trembler. Il faut connaître la caméra sans en connaître évidemment autant que le chef-op. Il faut connaître les caractéristiques de la caméra et la caractéristique des optiques. Avant, si vous voulez, la grande problématique du chef opérateur, c'était de choisir sa pellicule. Et nous, en tant que chef décorateur, on attendait ce choix avec impatience pour peindre. Parce que si on prenait de la Fuji, on n'avait pas les mêmes rendus de vert et de bleu. Si on prenait de la Kodak, c'était les oranges et les rouges qui remontaient. Il n'y a plus de pellicule, mais maintenant, ce choix, il s'est reporté sur la caméra. Si on tourne avec une RAID, ça ne sera pas du tout le même rendu que si on tourne avec une Alexa. Si on travaille en RAID, on ne va pas remonter trop les rouges. On va essayer de les descendre et de les pasteliser un petit peu, ou de les casser. Le son, c'est plus technique. On va éviter d'aller bloquer le perchman avec des luminaires, par exemple, au-dessus d'une table lors d'une séquence de dîner, où on va essayer de mater les sons au niveau des sols pour éviter d'avoir à mixer derrière et de pouvoir continuer à travailler en son direct. Le costume, c'est vraiment une question de chromatique. On ne peut pas finaliser un décor en termes de peau, je parle des teintes, sans le chef opérateur et sans le costumier. Chef opérateur par rapport à la carnation des acteurs. Et moi, dès que j'ai un acteur qui est à moins d'1 mètre d'une paroi de décor, je vais être très vigilant sur la colorimétrie du voile, du décor, et ça va être calé avec le chef opérateur, parce que c'est plus seulement une question de colorimétrie, mais aussi une question de matification ou de brillance ou de matière qui permet au chef opérateur d'aller travailler en indirect sur le décor pour ensuite renvoyer cette lumière. Donc en fait, le décor devient un filtre, si vous voulez, un filtre de renvoi. Et c'est fonction de la peau. Donc ça, c'est pas moi qui le contrôle, c'est lui. Donc il faut qu'il puisse avoir un droit de regard, si je puis dire, sur notre travail. C'est indispensable. Sinon, au final, l'image est pourrie. Et tout à l'heure, on parlait juste du ratio en fait de techniciens par rapport aux acteurs. Oui, alors je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Mais à mon avis, il tourne autour de ça. C'est vrai que pour un artiste que vous voyez à l'écran, en gros, il y a une dizaine de techniciens derrière. Est-ce que le numérique a changé la façon de décorer ? Le numérique a changé beaucoup de choses dans notre façon de travailler. Pour 8 semaines de tournage, on avait entre 10 et 8 semaines de préparation. Aujourd'hui, pour 8 semaines de tournage, on nous demande de les faire en 6, parfois même en 4. Parce que l'ère du numérique nous permet de communiquer les documents de façon beaucoup plus rapide et directe. Donc on a une capacité de projection de ce qu'on va faire qui est plus précise et plus percutante et plus communicative. Donc on est censé aller plus vite. Pour autant, finalement aujourd'hui, c'est très délicat de rencontrer un réalisateur qui démarre sa carrière et qui va raisonner ses plans et son découpage sur la simple vue d'un plan. Donc il nous demande des 3D, il nous demande des visions en volume. Mais la vision en volume sur un écran d'ordinateur, c'est pas une vision en vraie grandeur. Donc c'est très piégeant pour le réalisateur, parce qu'il va pouvoir me dire « Ouais, mais moi je trouve que le couloir, là, il n'est pas très profond, je voudrais quelque chose de plus profond. » Je fais un petit effet de zoom avec mon trackpad, et là il me dit « Ah bah oui, super, ah ben non, mais voilà, c'est exactement ce que je veux. » Mais j'ai rien changé dans le décor, j'ai pas changé du tout les vraies grandeurs du décor. J'ai changé la focale ou le point de vue. Moi, je reste attaché aux maquettes volume, à la conception en vraie grandeur. Enfin, donc, en tout cas, ce que vous voulez dire voilà. par là, c'est que vous faites vous-même les maquettes. Je fais des maquettes, je fournis bien évidemment les 3D, je travaille beaucoup comme support sur la 3D, mais bizarrement, la 3D, je ne la montre pas. C'est très impersonnel, un dessin en 3D, enfin, à moins d'aller faire un travail de fou en lumière, en texture, etc., ce qu'on fait en post-production pour les matte painting. Mais là, je ne construis pas des matte painting, moi je fais des dessins, ce qu'on appelle des maquettes 2D ou 3D, pour que tout le monde puisse comprendre ce que va être le décor, son volume, sa texture, sa colorimétrie, les entrées de lumière, etc. Donc on fait des dessins dans lesquels on rentre tout ça, on indique si c'est une lumière froide, chaude, par où elle arrive, etc. Bien évidemment, on en discute avec le chef opérateur au moment où on construit tout ça. Et une fois qu'on arrive à ce document un peu fini, c'est un document contractuel qui permet à tout le monde de comprendre dans quel sens on va. Finalement, mes peintres, ils n'ont pas besoin de moi pour peindre parce qu'ils ont des images et des références précises et donc je peux être ailleurs pendant qu'ils peignent. Et quand j'arrive pour vérifier et pour finaliser le travail avec eux, je ne suis pas surpris. Enfin, je ne me retrouve pas avec un rose alors que j'avais demandé un bleu. Je pense qu'au final, un film, c'est un rêve et qu'on travaille tous dans cette direction-là. Donc au final, on réussit notre coup si on arrive à faire rêver les gens, tout simplement.
Est-ce que le montage son est différent depuis que c'est passé au numérique? Il est différent parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. C'est quand même beaucoup plus, disons, facile, entre guillemets, de mettre beaucoup plus d'éléments sonores. Je pense qu'en pellicule, on était limité quand même en nombre de bandes, donc il ne faut pas qu'on surcharge, donc on réfléchissait bien en disant tel son est utile, tel son n'est pas utile. Là, on se laisse un petit peu plus aller à mettre beaucoup plus d'éléments sonores. Il y a un petit peu plus de possibilités formidables. Mais la réflexion, des fois, manque un petit peu pour pouvoir vraiment bien tout gérer, quoi. C'est le grand changement, je pense, c'est ça, c'est garder la réflexion. Quelle est la différence en fait quand on monte le son sur un film d'époque par rapport à un film contemporain? Là, c'est important d'avoir justement fait une préparation avant le tournage pour définir déjà les lieux de tournage, parce que si on tourne, moi j'ai eu le cas d'un film d'époque qui était tourné près d'un aéroport. Donc l'ingénieur du son a hurlé, s'est fâché en disant moi le son direct ne va pas pouvoir être conservé, je ne pourrais même pas faire de son seul parce que donc les lieux de tournage, si on veut faire un film d'époque, c'est très très important. Et malgré tout, les lieux de tournage, sans perturbation sonore actuelle, sont très très rares. Parce que qu'il n'y ait pas d'avion du tout, qu'il n'y ait pas de voiture du tout, c'est très très difficile. Ou même si on va dans un pays étranger, les sons ne vont pas être les mêmes, les klaxons ne seront pas les mêmes, les motos n'auront pas le même son, les oiseaux n'ont pas le même son. Même dans les pays européens, il y a des sons d'oiseaux pas pareils. Aux États-Unis, c'est pas les mêmes cigales que chez nous. Donc ça, c'est très très important. Donc ça n'est pas que un film d'époque ou de lieu. Je pense qu'à chaque fois, il faut... Et si on fait un film animalier, là il y a des spécialistes qui vont aller enregistrer des très beaux sons d'animaux. Donc il y a bien dans la salle de cinéma quelque chose qui est assez exceptionnel, je dois dire, et qui reflète assez bien le plaisir de l'écoute. Alors, il faut rajouter à cela que nous avons fait d'énormes progrès aussi depuis quelques années, notamment avec l'arrivée du numérique. Et dans le sonore, dans le domaine du sonore, s'il y a un secteur qui a gagné, c'est bien le domaine du sonore, dans la mesure où le son n'est pas compressé, il n'y a pas de réduction de débit, comme on dit, autrement dit, on respecte vraiment toutes les informations. Donc, on peut avoir tout cela, en fait, quand on est dans une salle de cinéma, avec la reproduction systématique d'une séance à l'autre. Il n'y aura pas de dégradation qui va se passer en fait d'un film à l'autre, ce qui est quand même assez exceptionnel. Est-ce qu'on n'avait pas à l'époque de l'analogique où les premières projections étaient plutôt sympas, puis après, plus on regardait le film et plus on l'écoutait, c'est comme un vinyle, hein, et bien plus il se dégradait, plus le son devenait mauvais, il perdait dans les aigus, et surtout on gagnait aussi du souffle, l'espèce de son qu'on a tous connu. Est-ce que la lumière a changé avec ce numérique par rapport à l'argentique? Oui, l'argentique avait quelque chose de plus souple. Alors je vais donner un exemple. Par exemple, je n'utilise jamais un projecteur sec avec une cible numérique, que ce soit en RAW, que ce soit en ProRes. Alors qu'en argentique, ça pouvait arriver de faire un effet de lumière qui passe par un projecteur en direct. Donc oui, les choses ont changé, mais la quantité de lumière, malgré la très grande sensibilité des cibles, reste la même. Parce que justement, comme c'est souvent de la lumière réfléchie, il en faut beaucoup pour qu'elle soit réfléchie, bouncée comme on dit. Très tôt, j'ai fait de la vidéo, ça m'a intéressé beaucoup. J'ai adoré des caméras qui étaient des caméras 2/3 de pouce, où je me sentais extrêmement libre. Voilà, après sont arrivés les grands capteurs, effectivement, et le 4K. Il faut simplement considérer que le RAW, ce qu'on appelle le RAW, qui est donc le format de la plus grande amplitude d'image, c'est comme si vous aviez plusieurs négatifs
et je dirais à peu près tous les négatifs que vous aviez, dont vous pouvez reproduire la texture. Les possibilités du rose sont extraordinaires. Vous avez un exemple? Vous pensez à quelque chose Je pense au film sur lequel je travaille. Je pense de Holly Motors, en passant par Les Innocentes de Anne Fontaine ou Les Gardiennes de Xavier Beauvois, parce que ça force effectivement à aller de façon très profonde dans ce qu'est la matière d'un film, la matière visuelle d'un film. Donc le motif, il se trouve que Les Gardiennes, par exemple, c'est la nature pendant la guerre de 14, avec des couleurs, des motifs, des étoffes, des objets dont la matière était à la fois très sensuelle et encore très, très belle, quoi. Et je dois dire que ça a été assez extraordinaire de poser une caméra sur ce motif. Après, Les Innocentes, c'est vraiment un travail de lumière sur les visages d'actrices. Une chose importante pour moi, c'est la culture de l'image, quoi. Et la culture de l'image, elle passe à la fois par les films qu'on voit, et donc la façon dont l'image s'est travaillée au cours de l'histoire du cinéma, mais forcément la peinture et la photographie, quoi. Je crois vraiment que la culture de l'image est quelque chose d'essentiel et qu'on ne peut pas faire d'image sans se retourner un peu sur ce qu'a été la représentation et le travail de la représentation.